En arrivant ici, ça fait toujours un peu rêver parce qu'on voit les compagnies des différents pays et on se dit tiens, celui-là il va au Brésil là tout à l'heure, celui-là il va aller par là. C'est toujours assez amusant. J'ai 49 ans. Je suis né en Alsace, Colmar, dans le Haut-Rhin. J'avais toujours dans la tête de travailler dans l'aérien. Et pour ça, il fallait venir à Paris. Je suis arrivé à Paris. Et là, effectivement, j'ai découvert la vie différente. Je découvrais les saunas, les boîtes, les darkrooms, enfin tout. C'était quelque chose d'assez impressionnant pour moi. On ne parlait pas encore du sida à ce moment-là. Personne ne connaissait ça de toute façon. Et on n'avait pas non plus à penser à quoi que ce soit. Effectivement, on avait des relations tout à fait normales, sans préservatif. On ne connaissait pas ça. On vivait bien notre vie, on vivait ce qu'on avait envie, on vivait comme on avait envie. Il n'y avait pas de grandes restrictions, il n'y avait pas de... C'était les bonnes années, c'était encore très intéressant. C'était dans le début des années 80, donc j'avais pas encore d'informations. Je suis arrivé à Paris en 82. Et donc, on ne connaissait pas encore le sida, on n'en parlait pas encore. Même s'il y avait peut-être déjà des petits prémices. Et c'est en 84, lors d'une prise de sang. Je faisais des dons du sang, finalement. Et c'est là, le jour où j'ai donné le sang, on m'a appelé un jour pour me dire il faudrait qu'on vous voie. Je ne savais pas trop du tout pourquoi, on me disait pas du tout ce qui se passait. Et bien, je suis allé les voir et on m'a annoncé relativement sèchement quelque chose, sans pouvoir vraiment me dire ce que c'était ou ce que ça. On m'a dit voilà, vous étiez infecté d'un virus et qu'il fallait arrêter de donner du sang. Alors, ça a commencé par ça, donc, mais sans vraiment plus de précision et sans me dire que c'est quelque chose qui sera à vie actuellement, mais ça, je pensais que c'était un truc qui allait passer, qu'on allait me donner des médicaments, que ça allait passer. Et je l'ai appris tout seul, donc là j'étais un peu choqué. Et donc j'ai juste demandé d'où ça venait, parce que ça on me dit voilà, ça vient de vos relations sexuelles, a priori. C'est un virus qui est transmissible par voie sexuelle. Voilà, c'était en 84. Les explications que j'ai eues ce jour-là étaient très floues. Évidemment, par la suite, j'ai vu tout ce qui s'est passé aux États-Unis, à San Francisco. Ça a commencé vraiment dans ces années-là, au 84, 86, où les ravages ont démarré. Parce que très rapidement, des gens mouraient. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à dire il faut se protéger. Ouais. Mais ça, c'était 2 ans après, c'était en 86, pas avant. C'était donc finalement entre les deux, j'ai quand même encore continué, moins qu'avant, mais continué à avoir passer dans des endroits, que ce soit darkroom, que ce soit sauna, que ce soit chez moi, d'avoir des relations non protégées. Au travail, j'en ai parlé aussi, bien sûr aux amis les plus proches du travail. J'ai jamais été refusé non plus. Ça s'est toujours très bien passé. Et même mes employeurs, vraiment les responsables, quand ils l'ont su un jour, évidemment, c'est quand j'étais très malade, parce que je suis tombé malade, malgré mes protections après 86, etc. J'étais dans un état, on va dire, décomposition avancée. Je suis descendu à 56 kilos, j'étais prêt à... Donc il fallait... Tout le monde était au courant. Et j'ai jamais eu, encore une fois de plus, j'ai toujours eu un soutien de tout le monde, de mes employeurs, de mes collègues, de tout le monde. Quand j'étais à l'hôpital, ils venaient me voir tous les jours. En fait, c'était quelque chose de très... qui m'a aidé beaucoup. Et mon médecin, bien sûr, mon médecin traitant, qui est le plus fabuleux des médecins, a priori, qui me suit toujours. Et je suis arrivé à remonter la pente. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on peut oublier comme ça en se disant tiens, maintenant ça fait 22 ans, on prend automatiquement les médicaments, on prend automatiquement des pilules, on prend automatiquement ça et on fait automatiquement ça. Qui vous fait oublier? Non. Et ça traîne toujours, c'est toujours quelque part derrière, là, dans l'esprit. Et ça me rend tout en se disant bon, est-ce que le vaccin va arriver? Est-ce que tiens, on a tenu 22 ans, on peut encore tenir des années. Et en espérant effectivement que bientôt, que moi, personnellement, je n'aurai plus à
me lever le matin, prendre des médicaments avant de me coucher le soir en prenant d'autres. Je suis un peu fou des garçons qui sont quand même plus athlétiques ou musculeux. Et voilà, ça me fait toujours plaisir de les regarder, d'imaginer, de voir si je peux leur ressembler. Il y a des photos que j'aime beaucoup plus, par exemple celle-là. Le modèle est fantastique, il est puissant, il est grand, il est vraiment attaché au sol et en plus il regarde vers le ciel. Ça peut ressembler à un dieu finalement. Et on voit un homme parfait, pour moi parfait. Il y a des endroits où des moments où on discute pas, ça se passe sans capote. Dans ces partous-là, chacun fait son plaisir et puis voilà. Le but, c'est d'être relâché, relaxé, faire ce que tu as envie. Mais dans ces moments-là, on parle pas beaucoup. On passe à l'acte et c'est tout. Ce sont des moments d'extase, on va dire, où on oublie franchement qui on est, qu'est-ce qu'on fait, etc. On a envie de s'éclater. Et rien n'est pas là constamment, et même si tout peut être là à disposition, et ça se passe en général quand c'est des sexes en groupe. Hein. Ça veut dire qu'effectivement, on est à plusieurs, et là, on peut pas dire à chacun, ou alors on vérifie pas ce que fait l'un ou ce que fait l'autre. Chacun peut faire ce qu'il veut comme il veut. J'ai un ami depuis 9 ans et demi qui, lui, est séronégatif, hein, donc on se protège quand on est rapport sexuel, bien sûr. Je peux pas me permettre de jouer avec lui. C'est trop important pour moi. Mais les autres, je peux pas parler pour les autres. C'est difficile de parler pour les autres. On se dit toujours, si ça arrive, la personne qui a des rapports avec moi, non protégée, est affectée aussi. C'est tout ce qu'on peut se dire et on n'en parle pas trop. Ça arrive une fois que l'acte est terminé, je me dis, qu'est-ce qu'on a fait? Mais c'est tout. J'ai jamais eu d'autres... Non. Et une fois de plus, je dis, j'ai une responsabilité, c'est vrai. J'ai 50% et l'autre personne a 50%. Donc on se la partage et le choix a été fait des deux côtés. Et chacun doit en fait ensuite en subir les conséquences. Et la rigueur est comme ça. Un sportif, c'est la même chose. Un sportif qui a une rigueur, qui fait attention à tout ce qu'il mange, qui fait un jour va dire, moi j'ai envie de boire du vin, j'ai envie de me saouler, un coup j'ai envie de boire du champagne. Dire, ça peut aussi nuire à ses performances sportives pendant 3 semaines s'il fait ça une fois. Mais il le fera. Parce qu'il y a un moment où on se dit... Ne le faites pas. Faites attention. Si moi je le fais à ma propre conscience. Même si c'est pas bien, effectivement, je le fais pas souvent. Mais même le peu de fois où je le fais, je devrais pas le faire, mais c'est une fois de plus quelque chose c'est un relâchement. Un relâchement, malheureusement, ça existe, mais je le conseille à personne. Je le conseille pas aux gens de le faire.